Bienvenue à toutes sur Happy and Healthy, le programme d'éducation à la santé des femmes pensé par un médecin et exclusivement basé sur la littérature scientifique et la recherche médicale. Aujourd'hui, mesdames, j'aimerais évoquer un sujet qui nous concerne toutes, qui nous pose problème au quotidien. Ce sont les fringales alimentaires, c'est-à-dire les envies compulsives de manger en milieu d'après-midi, entre deux repas ou en début de soirée, et souvent des aliments sucrés. Alors cette habitude de compulsion alimentaire qui répond aux fringales est vraiment à l'origine de beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui sur le plan métabolique, et c'est vraiment important et c'est un véritable challenge de comprendre ce qui se passe dans notre corps pour pouvoir réagir en conséquence et avoir des comportements adaptés. Ainsi, dans cet épisode, en fait, on va commencer par évoquer déjà la distinction entre la faim et les fringales, comprendre ce qui se passe dans notre corps pour l'un et pour l'autre, et ça c'est important pour pouvoir justement traduire ces signaux et réagir de manière adaptée et de manière propice au maintien de notre santé. Et dans un deuxième temps, on discutera du rôle de votre microbiote intestinal, de votre cerveau, de la manière dont le microbiote et le cerveau sont connectés et communiquent entre eux pour réguler vos sensations de faim, de satiété et de compulsion alimentaire, notamment sucrée. Et dans un troisième temps, on rentrera dans le vif du sujet de ce podcast, à savoir l'élaboration de stratégies au quotidien pour pouvoir affronter et gérer vos compulsions alimentaires et vos fringales sucrées. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui distingue la faim des fringales ? Eh bien en fait, ce sont deux signaux complètement différents que vous envoie votre corps. La faim est un signal de survie, alors que les fringales sont un signal de récompense. En effet, la faim vise à maintenir la survie en maintenant l'équilibre énergétique du corps, c'est-à-dire l'équilibre calorique entre les calories que votre organisme brûle pour vivre, pour fonctionner, et celles que vous devez ingérer. C'est donc une réponse biologique à un équilibre énergétique. A contrario, les cravings sont des signaux d'origine cérébrale. C'est un signal de récompense qui est sous-tendu par des mécanismes neurologiques de récompense, d'anticipation et de plaisir. Ça n'a absolument rien à voir avec les besoins énergétiques du corps, et d'ailleurs, les fringales poussent à la consommation d'un excédent calorique. En termes de signal biologique, c'est également très différent. La faim, elle est régulée par des hormones. C'est un signal hormonal. La principale hormone, alors il y en a plusieurs, mais la principale qui est impliquée dans la faim, c'est la gréline. La gréline, elle va être sécrétée par l'estomac, d'accord ? Et elle va être donc sécrétée de manière cyclique sur 24 heures. Certaines personnes vont avoir des pics de gréline tôt le matin, d'autres un peu plus tard dans la matinée, ce qui explique que certaines personnes ont faim au réveil, d'autres non. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a une variabilité inter-individuelle et qu'il n'y a pas vraiment de, de religion du petit déjeuner. Il faut ou il ne faut pas prendre de petit déjeuner, ça c'est faux. Il faut écouter, se connaître et savoir écouter ces signaux biologiques. Alors, le signal faim, donc comme j'ai dit, c'est un signal hormonal, il est régulé par la gréline qui est sécrétée par l'estomac et dans le sang. Et donc la gréline ensuite, elle va atteindre le cerveau où elle va être captée par l'hypothalamus et ainsi vous allez ressentir le signal de la faim. Donc c'est un signal, comme je l'ai dit, qui revient régulièrement sur 24 heures, toujours à la même heure parce que nous avons des horloges biologiques. J'en avais parlé dans l'épisode sur l'exposition à la lumière. On a des régulations hormonales qui arrivent de manière régulière, en fait, des pics hormonaux réguliers sur 24 heures. Et la gréline, elle aussi, elle respecte cette règle de pic sur 24 heures, ce qui pourrait expliquer, si vous vous connectez un petit peu plus profondément à vos sensations de faim, que vous ayez faim tous les jours à peu près à la même heure. C'est un signal que vous pouvez écouter et assouvir ou tout simplement laisser passer et négliger si vous souhaitez faire par exemple du jeûne intermittent. Alors à contrario, les fringales, ce sont des
comment dirais-je, c'est régulé par un mécanisme cérébral via pas des hormones mais des neurotransmetteurs et en particulier la dopamine. C'est la dopamine dans le cerveau, notamment dans la zone qui régit le circuit de la récompense. D'accord ? Pour info, pour celles qui veulent aller plus loin, c'est le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale et un petit peu le cortex préfrontal qui gère tout ça. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans l'hypothalamus comme pour la faim. Et il y a aussi toutes les zones cérébrales impliquées dans la mémoire émotionnelle, hein, l'amygdale cérébrale et puis l'hippocampe qui font qu'en fait, on va relier l'émotion réconfort et plaisir à l'aliment en question. Ok, donc si la faim est régulée par des hormones, les fringales, elles sont régulées par des neurotransmetteurs au niveau de votre cerveau. Alors en pratique, comment les distinguer ? Eh bien, tout signal hormonal s'installe progressivement. Donc la faim est une sensation progressive. Elle arrive tout doucement, on peut décider de l'ignorer et petit à petit, elle s'installe et se fait de plus en plus entendre. A contrario, les fringales arrivent brutalement. Elles sont quasiment irrépressibles. Elles arrivent souvent après un stimuli émotionnel, un coup de fil, une altercation ou simplement une pensée négative qui va vous donner une envie irrépressible de manger et surtout des aliments qui stimulent beaucoup le circuit de la récompense, on le verra, qui sont des aliments très sucrés, très gras ou très salés. Deuxièmement, la faim peut être assouvie par n'importe quels aliments, alors que les fringales répondent à une envie bien précise d'alimentation, souvent ultra transformée. Et moi, j'ai inventé le test du bol de légumes, à savoir que quand vous avez envie de manger, posez-vous la question, est-ce qu'un bol de légumes me rassasierait? Si la réponse est oui, 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 c'est que vous avez vraiment faim. Mais si la réponse est non, 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 c'est que c'est simplement une fringale. Et enfin, dans un troisième temps, la faim, elle disparaît quand l'estomac est distendu, quand vous avez bien mangé, alors que les fringales, pas du tout. Elles peuvent persister, voire apparaître quand le ventre est plein. Par exemple, quand vous êtes au restaurant, si vous avez bien mangé, vous êtes rassasié par l'entrée, par le plat, et que vous rêvez d'un dessert sucré, ceci n'est pas de la faim, mais en effet une fringale. Donc voilà. Donc 3 points concrètement qui distingue la faim des fringales. La faim, elle est progressive, la fringale, elle est brutale. La faim, elle est assouvie par n'importe quel aliment. La fringale répond souvent assouvie par des aliments ultra transformés, sucrés, salés, gras. Et enfin, la faim disparaît après avoir mangé, alors que les fringales, non. Alors, une fois qu'on a compris ça, j'aimerais vous expliquer pourquoi, entre guillemets, ce n'est pas de votre faute si vous succombez à vos fringales sucrées, alors que Dieu sait que je prône une véritable responsabilité quant à notre santé, quant à nos choix de vie, de mode de vie, mais il est judicieux de comprendre la réalité des choses, à savoir que nous sommes victimes de l'environnement alimentaire dans lequel nous évoluons. Et lorsqu'on parle de victimes, on parle aussi de coupables. Je vais m'expliquer. Alors, le problème avec les aliments modernes, avec l'offre alimentaire moderne, c'est que ces aliments sont fabriqués par l'industrie agroalimentaire et qu'ils sont tout simplement ultra stimulants pour notre cerveau. Et le cerveau humain n'a pas été conçu pour de tels shoots de dopamine. En effet, la nature n'a pas prévu pour nous de tels shoots de plaisir alimentaire dans les aliments qui s'offrent naturellement à nous. Et si ces aliments ultra stimulants ne nous sont pas proposés par la nature, c'est bien que nous ne sommes pas faits pour les ingérer. Je m'explique, par exemple, si vous prenez une pomme est un aliment sucré censé donc faire extrêmement plaisir. Mais la pomme, naturellement, l'aliment entier non transformé contient des fibres. Les fibres font qu'on mastique l'aliment plus longtemps, que ça prend plus de place dans le tractus intestinal, donc ça favorise la satiété. Il y a en plus des minéraux, des vitamines, et ça donne un signal au corps nutritionnel. Troisième chose, ça contient de l'eau, ça nous hydrate. Donc un aliment dans la nature sucré contient même les antidotes aux effets
nocif entre guillemets du sucre et contrecarre les effets indésirables des molécules de sucre, de fructose contenues dans l'aliment, ce qui fait que une pomme, quand bien même elle est sucrée, qu'elle contient du fructose, reste un aliment healthy et protecteur pour notre corps. Par contre, les aliments ultra transformés qui sont proposés par les grandes surfaces, par l'industrie agroalimentaire, ne contiennent pas d'eau, sont déshydratés, ne contiennent pas de fibres, sont extrêmement sucrés, salés et gras. Ils induisent des pics de glycémie majeurs, rapides et très élevés dans le sang, car ils ne contiennent justement pas de fibres. C'est une vraie catastrophe, c'est une bombe pour la santé métabolique. Mais en plus, comme ce sont des aliments à faible densité nutritionnelle, mais à forte densité énergétique, c'est-à-dire pour une bouchée, très peu de minéraux, de vitamines et beaucoup de calories, cela surstimule la sécrétion de dopamine dans notre circuit de la récompense. Or, le cerveau humain comprend les pics de dopamine comme quelque chose à la fois de plaisant, mais associe ça à quelque chose d'indispensable à notre survie. C'est pour ça que nous sommes attirés par les comportements qui permettent de perpétuer la survie de notre espèce humaine, comme sociabiliser, manger ou se reproduire. Mais là, en quelque sorte, vous venez hacker le système en apportant un stimulus dopaminergique extrêmement puissant, supranaturel. Et je répète, dans la nature, il n'existe aucun aliment capable d'induire une telle sécrétion de dopamine dans votre cerveau. Les seules substances scientifiquement qui ont prouvé leur équivalence en termes de sécrétion de dopamine et d'induction de plaisir et d'addiction, c'est la cocaïne et l'alcool. Et oui, en effet, les aliments ultra transformés induisent une véritable dépendance par les mêmes mécanismes addictifs cérébraux que l'alcool. Et devinez quoi? À qui profite l'erreur? C'est une bonne question. Eh bien, sachez que les industriels agroalimentaires étudient sur même des enfants de 2 ans ce que l'on appelle le bliss point ou le point de félicité de leurs produits. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à étudier la quantité exacte au gramme près de sucre, de graisse et de sel à mettre dans leurs aliments pour stimuler au maximum votre sécrétion de dopamine dans le cerveau sans vous dégoûter. Et de cette manière, ils vont en fait exploiter la faiblesse entre guillemets du cerveau humain qui est la tendance addictive pour vous enchaîner dès le plus jeune âge à la consommation de leurs aliments qui vous empoisonnent. N'ayez pas crédule, ne vous faites pas avoir. Si vous êtes addict à certains produits de l'industrie agroalimentaire, cela rapporte beaucoup d'argent car il s'agit d'une drogue. Alors vraiment, c'est très important de comprendre cette boucle vicieuse du plaisir, de la compulsion, de l'obsession, de la quête de plaisir à nouveau et de la répétition du comportement. Et en fait, si on devait expliquer ça dans le cerveau, dites-vous bien que quand vous consommez un aliment ultra transformé, ce qui va se passer, c'est que vous allez sécréter énormément, faire induire un pic de dopamine dans le cerveau, au niveau du circuit de la récompense, et que pour rééquilibrer le système, le cerveau, naturellement, va réduire rapidement ce taux de dopamine, et vos taux de dopamine seront plus bas qu'avant la consommation de l'aliment. Et ça, c'est important pour comprendre la boucle addictive. C'est que quand vous consommez un aliment ultra transformé pour chercher une forme de bien-être, votre dopamine va monter, vous allez trouver ce plaisir extrême très rapidement, mais elle va brutalement chuter plus bas que ce qu'elle n'était avant que vous ne cédiez à cette compulsion alimentaire, et cela va générer de l'anxiété, de la culpabilité, de l'irritabilité qui va vous pousser à reproduire ce comportement. C'est une boucle répétitive de rush, crash and crave again. Rush, c'est le rush de dopamine dans le cerveau. Crash, c'est la baisse brutale de la dopamine pour rééquilibrer le cerveau. And crave again, c'est le fait de reproduire à nouveau ce comportement pour retrouver des taux de dopamine qui nous font plaisir, entre guillemets. Je rappelle que ne confondez pas le plaisir et le bonheur, ils sont presque
antagonistes et je vous invite à réécouter l'épisode sur le dopamine reset où je rentre en détail sur les différents neurotransmetteurs du plaisir et du bonheur, à savoir la dopamine et la sérotonine. Alors maintenant que nous avons compris ce qui se produit dans l'organisme, l'idée est de savoir comment réagir. Les stratégies à mettre en place, je les ai divisées en 4 grands axes. Le premier axe que je vais développer avec vous, c'est le plus simple. C'est un axe de reconnexion à soi. En effet, si on considère les fringales et les compulsions alimentaires comme une addiction, il y a un vrai travail de reconnexion à soi à effectuer. Alors déjà, en amont de la fringale, en amont des crises alimentaires compulsives, c'est-à-dire avant que ça ne survienne, il est très important de débarrasser les placards de votre cuisine de tous les aliments ultra transformés. Une fois qu'on a compris qu'il s'agit d'une drogue qui appuie sur des mécanismes d'addiction, il est illusoire et utopique de croire que vous réussirez du jour au lendemain à résister à l'appel de vos tiroirs. Et inutile de vous mentir au supermarché en disant que vous achetez ça pour vos enfants parce que même vos enfants n'en ont pas besoin. Ensuite, maintenant, on va se mettre dans la situation où vous êtes à la maison et l'envie vous prend, vous avez envie de manger. La première chose à faire, j'ai envie de vous dire, c'est le test du bol de légumes. J'ai envie de manger. Est-ce que j'ai envie de manger un bol de légumes? Si la réponse est oui, c'est que vous avez juste faim, eh bien, mangez un bol de légumes et passez à autre chose. Si la réponse est non, si le bol de légumes ne vous intéresse pas, c'est qu'il s'agit d'une fringale qui risque de vous pousser à une compulsion alimentaire. Alors là, ce que je vous invite à faire, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est de boire un grand verre d'eau et d'attendre 15 minutes. Alors, c'est pas du charabia, je vous explique. Le fait de boire un grand verre d'eau, ça va distendre votre estomac. Et la paroi de l'estomac contient des mécanorécepteurs. C'est des récepteurs qui vont être sensibles à cette distension gastrique et vont induire via le nerf vague, une sensation de satiété. Donc le fait de boire un grand verre d'eau alors que vous avez envie de manger, en effet, ça peut favoriser des sensations de satiété. Qui plus est, il existe une confusion parfois de perception du signal de faim et de déshydratation, et parfois l'envie de manger est en fait un signal de déshydratation, et le fait de boire peut de manière significative apaiser parfois certaines envies alimentaires. Et ensuite, on attend 15 minutes. D'abord pour que les mécanismes satiétogènes se mettent en place, mais aussi pour créer un espace-temps entre l'impulsion alimentaire et la réaction comportementale. Et ça va permettre d'entraîner votre cortex préfrontal à lutter, à se renforcer contre les comportements compulsif. Je vous invite à nouveau à écouter pour plus de détails l'épisode sur le dopamine reset où j'expliquais que la pratique de sabr dans la spiritualité musulmane, ça permettait en effet de muscler son cortex préfrontal et de lutter contre tout type d'addiction en favorisant la résistance au comportement compulsif. D'accord ? Donc la première chose, c'est j'ai envie de manger. Déjà, j'ai rien dans mes placards, j'ai envie de manger. Le test du bol de légumes, je bois de l'eau, j'attends et on voit ce qui se passe. Ok ? Alors, le deuxième axe, c'est le rééquilibrage, et c'est très important. Écoutez, le rééquilibrage des taux de dopamine et de sérotonine grâce à votre alimentation. Parce que en rééquilibrant votre taux basal naturellement de dopamine, vous n'aurez plus besoin de chercher des shoots permanents qui en plus réduisent au fur et à mesure du temps votre dopamine de base et vous poussent à consommer de plus en plus souvent, de plus en plus sucré et de plus en plus de quantité. Donc on va chercher à créer un nouvel équilibre dopaminergique en consommant des aliments qui sont riches en précurseurs de la dopamine, donc des aliments riches en tyrosine et phénylalanine. Pareil, les taux de sérotonine aussi sont importants à rééquilibrer, et les taux de sérotonine, c'est plutôt avec des aliments riches en tryptophane, qui est l'acide aminé précurseur de la sérotonine. Alors, pour la tyrosine précurseur de la dopamine, je vous invite à consommer de l'avocat, des bananes, du soja, les graines de courge, de sésame, les amandes, les produits laitiers protéinés comme le yaourt grec, le skyr, le cottage cheese, certains fromages affinés, par exemple le parmesan ou le
compter. Pour les aliments riches en phénylalanine, donc rééquilibrage de la sérotonine, ce sont les volailles, donc le poulet, la dinde et aussi les œufs, certains petits poissons gras, la sardine, le saumon et les oméga 3 en général, la cacahuète, les noix, les amandes, les graines de tournesol, le chocolat noir à plus de 85% et certaines légumineuses comme les haricots rouges, les pois chiches ou les lentilles. Petit tips, si vous souffrez de troubles du sommeil, notamment de difficultés d'endormissement, ces aliments riches en phénylalanine sont intéressants à consommer en début de soirée parce que la phénylalanine, comme je l'ai dit, c'est le précurseur de la sérotonine et la sérotonine est le précurseur de la mélatonine qui favorise l'endormissement. Ensuite, sachez qu'au-delà de ces aliments-là, il y a une autre manière d'optimiser ses envies et ses compulsions alimentaires en prenant soin de son microbiote. Alors, le microbiote, c'est tout un monde qui vit entre la bouche et l'anus dans le tractus digestif. Ce monde ne nous appartient pas, c'est un monde vivant à part entière, il a besoin de nous et nous avons besoin de lui, c'est une symbiose. Donc le microbiote, c'est des milliers, de millions de bactéries, de virus, de protozoaires qui vivent en nous et qui sont extrêmement importants et qui influencent nos comportements. Le microbiote doit être diversifié, c'est-à-dire qu'on doit trouver différentes souches de bactéries notamment. Par ailleurs, ce microbiote communique avec le cerveau à travers un câble nerveux qui fait le lien entre l'intestin et le cerveau, c'est le nerf vague qui permet une communication dans les deux sens entre l'intestin et le cerveau et l'intestin. Et quand votre microbiote se porte bien lorsqu'il est diversifié et bien nourri, eh bien, il vous dit merci en rééquilibrant votre satiété. Alors, comment bien nourrir son microbiote? C'est la consommation de produits fermentés. Essayez d'en consommer au moins 3 portions par jour. Ces produits fermentés contiennent des souches de bactéries, d'accord, mais qui ne sont pas nocives. Ce sont des probiotiques et ces souches de bactéries qui sont bonnes pour l'équilibre du cerveau, l'équilibre émotionnel, l'équilibre de l'humeur, c'est ce que l'on appelle les psychobiotiques. Vous en trouvez par exemple dans le kéfir, les yaourts fermentés, le lben, la choucroute, certains légumes fermentés, le tempeh, le vinaigre de cidre aussi, à condition qu'il ne soit pas pasteurisé, attention, le miso, certains produits asiatiques, enfin voilà, il y a toute une gamme de produits fermentés, il ne faut pas hésiter à en consommer. Votre microbiote comprendra que vous l'aimez et il vous dira merci. Dernier point que aussi je voudrais évoquer, c'est un point plutôt psycho-comportemental. Je vais vous donner les grandes lignes et vous pourrez aller plus loin dans vos recherches si ça vous intéresse. Parce que bon, l'idée, c'est pas non plus de faire un cours de psychologie, mais c'est la reprogrammation de certains circuits neuronaux dans le cerveau par ce qu'on appelle le comportement de substitution positif. Et l'idée, c'est d'essayer avec le temps, en quelques semaines, de remplacer une habitude négative par une habitude plus healthy. Et donc en fait, quand vous allez avoir une envie sucrée à laquelle vous allez succomber, quand vous allez manger de l'alimentation ultra transformée, il faut immédiatement associer cette habitude-là à quelque chose de positif. Par exemple, une marche en plein air, par exemple une marche en plein air et avec le temps, l'habitude positive va prendre de plus en plus de place jusqu'à ce qu'il soit plus facile pour vous de vous débarrasser de l'habitude négative. Ce sont des techniques, c'est une technique en fait en psychologie comportementale. Et l'autre technique, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est le docteur Amy Shah qui en parle dans son livre I'm So Effing Hungry, si ça vous intéresse. Et elle parle de la technique, donc TCC, pour thérapie cognitivo-comportementale, 3-2-1. Et ça permet en fait de reconditionner les circuits de la récompense dopaminergique pour casser les automatismes comportementaux entre les envies qui surviennent et le comportement réponse par la consommation d'alimentation ultra transformée. Et donc en fait elle va expliquer, c'est donc docteur Amy Shah, A-M-Y et plus loin Shah, S-H-A. Elle va expliquer que 3 jours par semaine, il va falloir, au lieu de consommer l'aliment ultra transformé que vous avez l'habitude de consommer un aliment plus healthy, par exemple un ou 2 carrés de chocolat noir 85%, 3 jours par semaine. Quand vous faites ça
2 minutes où vous allez justement créer cet espace-temps entre le comportement réactionnel et l'envie, et vous allez avoir un dialogue intérieur où vous allez vous expliquer quelles sont les raisons de ce choix et pourquoi c'est un choix qu'il faut faire et pourquoi c'est un choix qui vous rend service et qui vous rendra plus forte, et pour 1 minute pour savourer vos carreaux de chocolat. Donc 3 jours par semaine, 2 minutes de dialogue intérieur pour créer cet espace-temps entre l'impulsion et la compulsion, rappelez-vous, et 1 minute pour savourer. Et elle va expliquer aussi, c'est intéressant, que les 3 jours doivent être aléatoires. Donc il faut demander à quelqu'un de votre entourage de vous faire la surprise le matin, de vous dire c'est aujourd'hui que tu vas faire ta TCC, parce que sachez que quand il y a un effet de surprise, la dopamine, on est plus sensible à la dopamine, c'est pour ça qu'on est très heureux quand on reçoit une surprise. Et enfin, je finirai cet épisode un peu plus long que d'habitude, mais je finirai avec quelques conseils pour reconnaître un aliment ultra transformé. S'il y a de la publicité, c'est ultra transformé, ça ramène de l'argent à quelqu'un et ça vous empoisonne. Si c'est emballé, étiqueté, en général c'est ultra transformé. Plus de 5 ingrédients sur l'étiquette, c'est de l'ultra transformé. Si votre arrière-grand-mère n'aurait pas été capable de reconnaître les ingrédients ou l'aliment, c'est que c'est ultra transformé. Et si vous n'êtes pas capable de faire vous-même cet ingrédient dans votre cuisine ou n'importe quelle cuisine, en général, c'est ultra transformé. Pour votre santé et votre silhouette, restez informés, abonnez-vous.